Bonjour, bienvenue à la deuxième session concernant les formations. Hier, on a vu des formations à l'UGA, mais il y a MIAI Cluster, il y a USMB et l'UCA. Et c'est très actif dans les deux endroits-là. Aujourd'hui, on a Vincent Barra et Abdou qui va nous présenter les formations à UCA et à USMB. Bon, on va commencer avec Vincent. Donc, rebonjour. Vous m'entendez? C'est bon? Ouais. Donc là, je vais vous présenter une initiative qu'on a mise en place cette année qui concerne la formation des personnels à l'IA, donc sous la forme de séminaires et d'ateliers. Je vais essayer de vous présenter de manière un peu chronologique comment ça s'est passé, ce qu'on y a fait et puis les perspectives qu'on a mis derrière. Alors le point de départ de tout ça, ça a été depuis quelque temps déjà une demande des personnels et puis une volonté politique de l'équipe présidentielle de sensibiliser le plus grand nombre à l'IA. Et donc dans ce cadre-là, eh bien, on m'a demandé dans le cadre de ma mission de chargé de mission IA là, sur le site, sur le PE, de réfléchir à comment faire pour effectivement mettre en place quelque chose assez rapidement. Alors, de manière très rapide, en avril, on a provoqué 3 réunions, donc entre une équipe d'ingénieurs pédagogiques à la fois de l'UCA et puis de Clermont-Auvergne-INP, la VP formation de l'UCA et puis moi donc en tant que VP formation INP, pour définir un petit peu les besoins, le format à apporter et puis un programme. Alors, ce qui a été convenu, c'est d'effectuer la formation. Alors, je vous ai dit, les réunions étaient fin avril, donc d'avoir une première session de formation avant la pause estivale, et donc de proposer une formation la plus, je dirais, souple possible, donc avec un mode présentiel et un mode hybride, avec une couverture et un public ciblé enseignants, enseignants-chercheurs et personnel administratif dans un premier temps, sur la partie sensibilisation, j'y reviendrai, et puis sur les ateliers pratiques, plutôt focusés sur les enseignants. En parallèle de tout ça, on a été amené à rédiger une charte, ce qui nous a permis un petit peu de travailler une charte de l'IA, de l'utilisation de l'IA, qu'on a votée à la fois en CFVU de l'UCA et puis en Conseil des études de la vie étudiante de l'INP, et donc qui est applicable à la rentrée prochaine, qui spécifie les grandes recommandations de manière très générale, et puis une déclinaison suivant différents publics, public enseignant, administratif, étudiants, et puis chercheurs. Voilà. Bon, qui ne fait pas forcément l'objet du travail là, mais disons que c'est au cours de ces réunions de travail qu'on a mis en place également cette charte. Bon, je vous le passe. Voilà, on a envoyé un mail à l'ensemble du personnel en disant très bien, on va vous proposer un certain nombre de formations. Donc une première formation qui est une formation d'introduction à l'intelligence artificielle. Donc on a reproduit 4 fois, donc 2 fois en comodal et 2 fois en complet distanciel. Ça a donné un petit peu les bases. Je vous montrerai quelques illustrations tout de suite après. On a ensuite décliné une deuxième session qu'on a reproduit 3 fois d'introduction aux outils via des ateliers. Donc on leur a proposé un certain nombre d'ateliers de mise en pratique guidés. Je vous en présenterai certains également très rapidement après. Donc c'est 3 sessions qu'on a proposées en présentiel et puis 2 séances d'application où là, on leur a dit, amenez une séquence pédagogique que vous souhaitez développer, amenez une problématique que vous souhaitez développer, utilisez les outils qu'on vous a proposés et qu'on vous a présentés, développez votre problématique, et puis à la fin de la séance, qui durait 3 heures, un peu plus de 3 heures, venez nous présenter sous la forme d'un pitch de un peu de 3 minutes, un petit peu ce qu'on a fait tout à l'heure pour les chairs. En revanche, l'imposition qu'on demandait, c'était que le pitch soit réalisé à l'aide d'un outil d'IA. Voilà. Et puis, on a eu pas mal de demandes qui provenaient d'enseignants de langue. Et donc, on a mis en place également une séance autour de l'enseignement des langues avec l'utilisation de l'intelligence artificielle, avec des usages, des enjeux. Donc ça, c'est quelque chose qui démarre mardi, enfin la semaine prochaine. Alors,
très rapidement, je ne vais sûrement pas vous représenter l'ensemble des diapos qu'on a fait, hein, mais la séquence de sensibilisation à l'intelligence artificielle, l'idée c'était de donner quelques définitions, qu'on parle un petit peu un vocabulaire commun, qu'on démystifie un petit peu tout ça, qu'on donne une taxonomie très générale de ce qu'est l'IA. Il y a supervisé, non supervisé, il y a analytique générative, et puis les aspects, je dirais, hors technique, qui sont liés aux hallucinations, aux biais, à des aspects éthiques, environnementaux, sociétaux, sécurité des données, pour leur donner un petit peu un cadre général d'utilisation et de compréhension de cette thématique. Alors, je vous disais, c'était en mode hybride, hein, ça veut dire que la première session a été enregistrée. Je vous montrerai à la fin la restitution, sous quelle forme c'était restitué. Donc, vous avez une mise à disposition sur un cours Moodle de l'intégralité de la formation. Alors voilà, très rapidement, je vous montre 2-3 diapos qu'on a fait à l'intérieur de cette formation. Je leur ai présenté un petit historique, 80 ans d'IA, qu'est-ce que c'est, d'où ça part, l'IA telle qu'on la connaît aujourd'hui. Bon, ça part du modèle de neurones formels, et puis ça va jusqu'à ce qu'on sait aujourd'hui, modèle de langage, modèle de diffusion et agent. Donc un aperçu très très rapide de l'historique de l'IA. Et puis après, une déclinaison, une taxonomie de l'IA. Qu'est-ce que c'est l'IA? L'IA analytique, l'IA générative, les problèmes de classification, des problèmes de régression, l'IA restreinte, l'IA générale. Enfin, on a décliné un certain nombre de termes avec des illustrations assez parlantes pour que ça parle au plus grand nombre. On a parlé des biais, des préjugés, enfin des biais, des hallucinations. Donc, je leur ai montré, on a fait quelques illustrations en temps réel sur des modèles de ChatGPT, Gemini, Claude, Anthropic. On a exploré un petit peu tout, où je leur ai montré, par exemple, que quand on demande de créer une image d'un PDG d'une société d'informatique, en essayant 5 fois, on obtient 5 fois l'image d'un homme. Hallucination, un exemple assez connu. On demande de résumer un article que ChatGPT nous résume très bien, mais l'article n'existe pas. Simplement, il résume à partir de l'adresse HTTP du site. Donc, on voit certains problèmes autour des hallucinations, des biais. On parle de certains aspects liés à la sécurité des données, à la confidentialité, aux impacts environnementaux, on a un petit peu parlé ce matin avec Philippe, aux aspects sociétaux, les fermes à clics, les questions également de responsabilité sociétale vis-à-vis de tout ça. Donc essayer de les sensibiliser à autre chose que les simples définitions et techniques autour de l'IA. Et puis après, on fait un petit focus sur l'IA générative. Donc pour bien utiliser à un moment ou un autre, il faut essayer de comprendre un minimum comment ça marche. Donc je leur explique très rapidement comment marche un modèle de langage en la phase d'entraînement et la phase d'inférence. Et puis après, on s'intéresse plus spécifiquement à l'utilisation de ces outils dans l'éducation. Donc là, ciblé plus personnel enseignant, avec une déclinaison sur les différentes utilisations qu'on peut faire de l'IA dans ce domaine. Et puis, à la fin, je donne quelques lignes guides très, très générales. Je vous en ai mis juste 2-3 là, ici, autour de la bonne utilisation des IA. Donc, le premier, c'est ne l'utiliser que lorsqu'on ne connaît la réponse. Donc, vous me dites, ça n'a pas de sens. Donc, on discute autour de tout ça. Voilà. Bon. Donc, la session de sensibilisation se termine là-dessus. Et la deuxième session s'intéresse à des ateliers. Donc, on décline un certain nombre d'ateliers. Comment est-ce que je vais bien générer un prompt? Comment est-ce que je cible mon public en fonction du cours que je dois faire? Alors, comment je fais une présentation par diapositive? On a même été un peu plus loin. On s'est intéressé à des supports de manière très générale. Comment je fais un flyer? Comment je fais une diapo? Comment je fais un poster? Alors, le truc qui a beaucoup intéressé tout le monde, c'est comment je fais pour détecter l'utilisation de l'IA par les étudiants. Donc, très vite, je leur dis qu'il ne faut pas s'attendre à des miracles, et on leur démontre. Comment mettre en place une évaluation à l'aide de l'IA, donc tout ce qui est grille critériée, tout ce qui est mis en place de QCM et autres. Comment résumer son cours? Alors, pas forcément résumé textuel, hein, ça va être comment est-ce que je fais pour transformer mon cours en un podcast, en un support multimédia, où je vais avoir possibilité d'avoir différentes vues de mon cours. Et puis,
on termine par la présentation d'un catalogue d'outils d'IA et puis de ressources autour de l'IA pour que, à partir de ces 5 heures de formation, donc, enfin de 4 heures de sensibilisation plus de présentation des ateliers, ils aient l'opportunité d'aller plus loin dans la découverte. Alors, je vous montre juste très rapidement un morceau d'atelier. Donc, comment générer un prompt. Alors, bon, je vous le passe très vite, parce que je n'ai pas besoin de... Voilà. Je leur donne plusieurs manières de faire. Je leur dis, bah voilà, un prompt, au départ, c'est un contexte, un verbe d'action, une requête, un objectif dans un format imposé. Voilà. Après, je leur donne un truc un peu plus compliqué, où je dis, il faut présenter des exemples qui permettent de donner des exemples positifs, négatifs de ce qu'on veut. Et puis, on fait une activité. Construire un cours en 3 étapes support permettant d'expliquer à vos élèves ce qu'est un réseau de neurones. Voilà. Et puis je leur montre de manière incrémentale comment est-ce qu'on peut partir de quelque chose qui n'est pas un bon prompt jusqu'à quelque chose qui commence à être un prompt qui a du sens. Donc explique-moi le concept de réseau de neurones. Je leur dis que bon, ça sort un truc qui n'est pas top. Ensuite, je mets du contexte. Je suis un enseignant de lycée, je cherche à faire comprendre à mes élèves, enfin, vous pouvez lire. Et puis après, je demande une organisation en diapos avec 3 diapos qui sont avec des thématiques définies. Donc, incrémentalement, je leur montre comment on construit quelque chose qui leur permette d'avoir un brouillon à partir duquel ils pourront construire leur support. Le message à faire passer, c'est de ne pas considérer que ça, c'est un produit fini, mais que ça, c'est le brouillon de ce qui va leur permettre de construire quelque chose. Et puis après, je leur propose... une activité qui leur permet de voir que un prompt, c'est pas forcément la panacée, un modèle de langage, c'est pas forcément la panacée. Je leur demande d'écrire, alors on fait que le premier là, les caractéristiques d'un mot assez long, demander une certaine question. Donc je leur fais calculer le nombre de voyelles qu'il y a anticonstitutionnellement, avec 3 modèles de langage. Alors là, je sais plus, je vous l'ai pas mis. J'ai fait avec ChatGPT, j'ai fait avec Claude et j'ai fait avec Gemini. Donc ChatGPT me dit il y en a 11, Claude me dit il y en a 10, Gemini me dit il y en a 13. Il y en a 10 pour de vrai. Hein. Donc je dis écris un code Python pour vérifier ta réponse. Claude me dit, alors me montre son code Python, il me dit il y en a 10 effectivement, et voilà le code Python qui me permet de construire ça. ChatGPT me montre pas le code Python, me dit « Oups, désolé, il y en a 10, effectivement ». Gemini me dit « Voilà le code Python, effectivement, il y en a 13, j'avais bon ». Je laisse tomber les 2 autres, je dis à Gemini, je lui dis « T'es sûr ?» Il me répond « Oups, pardon, désolé, j'ai mal compté, il y en a 15 ». Voilà, donc juste pour leur montrer qu'il faut faire un petit peu attention. Et puis après, on fait des prompts un peu plus longs. Voilà, je leur montre un petit peu comment on fait un prompt un peu plus long pour construire une séquence pédagogique qui est un peu plus longue, avec une temporalité, un rendu oral et puis des exemples pluridisciplinaires. Voilà. Donc, un exemple de ce qu'on a fait en atelier. Et puis on décline ça sur tous les ateliers en fait. Donc il y a une partie un petit peu présentation, puis après on les fait travailler sur la thématique de l'atelier. Et puis après je leur montre quelques ressources, alors des outils qu'ils peuvent retrouver sur des sites internet, des ressources, le livre de Colin là par exemple, des ressources un peu plus institutionnelles sur lesquelles ils vont pouvoir aller pêcher des informations un peu plus complètes ou un peu différentes qui leur permettent d'aller construire leur connaissance autour de cette thématique-là. Et puis après, ce que je vous disais tout à l'heure, on finit par... Alors ça, on l'a fait déjà 2 fois, il reste une fois à faire la semaine prochaine. On leur demande de construire quelque chose. Donc sur le cours Moodle, on a demandé à ce qu'ils mettent leurs résultats. Là, ils nous les ont présentés. Il y a des trucs plutôt sympas. Si ça vous intéresse, je pourrais vous les mettre à disposition. Et donc, on a mis en place un cours Moodle qui permet de résumer l'ensemble de tout ça. Donc, la session 1, la session 2, la session 3, dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec un rejeu possible des sessions, donc sous la forme de vidéo. Et puis, les 2 premières séances étant complètement terminées, on a mis en place un questionnaire d'évaluation. Alors, peut-être d'abord, oui, le nombre de visiteurs, le nombre de participants.
Donc c'est quelque chose qu'on a mis en place de manière assez agile et rapide, hein, entre fin avril, fin de la dernière réunion de planification et puis le début des formations. Il s'est passé 3 semaines. Donc c'est très rapide. On a eu 240 inscrits sur la formation, donc ce qui est plutôt pour nous un bon chiffre. Voilà. Et donc on a mis en place un questionnaire d'évaluation. Donc je suis content de voir que je maîtrise à peu près le sujet. Voilà. Et puis, je ne l'ai pas fait, des commentaires ouverts sur c'est bien, que pensez-vous, une question ouverte qui va nous permettre de passer donc aux perspectives. Les perspectives, c'est de reconduire la séquence l'année prochaine, reconduire en y intégrant les retours des participants à la formation, hein, sur les points qu'ils souhaitent voir changer, améliorer ou voir qui n'ont pas été vus. Et on est en train de construire des formations de niveau 2 et 3. Donc celle-là, c'était la formation de niveau 1. La formation de niveau 2 et 3 seront des formations où on va très certainement, sous la forme de capsules vidéo, aller détailler des points particuliers sous la forme de courtes capsules pour les gens qui souhaitent aller un tout petit peu plus loin sur ce que c'est que l'apprentissage supervisé, sur ce qu'est l'apprentissage d'un modèle de langage ou je ne sais quoi d'autre. Et alors, on est déjà pas mal sollicité sur l'accompagnement sur des spécialités. Donc, on a déjà eu des demandes de formation sur IA et biologie, IA et chimie, IA et mécanique. On a eu ces 3 demandes-là pour l'instant. Donc ça, c'est pour le personnel enseignant. Et on est en train de mettre en place des outils et des formations spécifiques pour les services administratifs de l'EPE, en relation avec un groupe de travail du site qui s'appelle le groupe de travail simplification, qui consiste à regarder un petit peu quelles sont les tâches qui sont pas forcément à valeur ajoutée pour tout le monde et qui pourraient être facilement déléguées tout ou partie à une IA, de sorte à ce que les personnels puissent se concentrer sur les tâches humaines à valeur ajoutée. Voilà ce que j'avais à vous raconter. Question? Merci. Ouais, merci Vincent. En plus, c'est quelque chose qu'on fait à l'UGA et qu'on nous a sollicité aussi au CNRS pour organiser une journée sur le même périmètre. Est-ce que tu aurais une version, une journée de... Alors, en fait, on a eu des demandes qui sont assez proches. Alors, nous, c'est c'est strictement côté personnel, en tout cas côté CNRS. On n'a pas d'étudiants en CNRS. Alors, on a construit des contenus, alors avec des choses un petit peu très proches, hein, finalement, et puis des choses un peu différentes. Et puis, tu as des tas de choses auxquelles nous, on n'a pas pensé. Est-ce que ce serait possible d'essayer de faire peut-être un petit groupe pour essayer de définir un portrait robot de la séquence, d'avoir des séquences types qu'on pourrait reprendre dans toutes nos structures, quoi, plutôt que complètement, hein, c'est ouvert. Hein, nous, le module, c'est moi qui l'ai fait, donc il est ouvert complètement. Hein, au contraire. Alors c'est une proposition à tous nos collègues aussi, d'essayer de partager un peu nos contenus sur ces choses-là. Merci pour la présentation. J'ai une question sur la charte, du coup, pas spécifiquement sur les sensibilisations. Du coup, là, elle est signée, elle est validée. Et la demande, elle venait de la direction. Enfin, ça a été poussé. Ça a été poussé par nous. En fait, ça a été poussé par les 2 VP formation au départ. Donc, on a constitué un groupe de travail assez représentatif de la diversité, de ce qui pouvait être impacté par la charte. On s'est alimenté de chartes existantes, donc ce qu'on met en référence à la fin de la charte, hein, l'Université d'Orléans, de Toulouse, la Sorbonne, Rennes. Et puis j'ai eu un contact avec le VP numérique de l'Université de Rennes qui avait été mandaté pour construire une charte de l'ESR qui soit un peu générale et déclinable sur les établissements qui le souhaitaient.
Donc à partir de là, on a construit une première mouture qu'on a fait valider par le service juridique et ensuite qu'on a fait, alors pas voter au CFVU parce que, étant donné que ça concerne l'ensemble du public et que le périmètre du CFVU, c'est le périmètre étudiant, on n'a pu donner qu'un avis, mais par contre, c'est voté en CA. Voilà. Et deuxième question sur les outils, parce que du coup, derrière, est-ce qu'il y a un déploiement, genre il y a des licences qui sont prises en charge par des licences GPT Pro ou, Alors, pas pour le moment. La démarche du site, c'est plutôt d'essayer de développer quelque chose de souverain, enfin de souverain, pour autant qu'on puisse être souverain, voilà, sur lequel on puisse avoir le plus de mains possible. Aujourd'hui, l'ensemble des outils que je leur ai proposés, on a utilisé pour l'instant les versions gratuites, parce que aujourd'hui, l'IA souveraine que l'on souhaite n'est pas encore disponible. On a, alors dans mon labo, on a développé une IA avec un RAG qui nous permet de faire un certain nombre de choses. Aujourd'hui, ce qu'on cherche à faire au labo, c'est la faire passer à l'échelle pour la proposer à l'EPE, mais on n'en est pas encore là. Moi, j'avais une question par rapport au MOOC, enfin à la création des capsules vidéo, parce que tu dis que vous avez commencé à bosser dessus, enfin, que ça s'est fait très rapidement, quoi. Mais du coup, les capsules vidéo, c'est les enregistrements des formations où vous avez monté à côté. Alors, ce qu'on a sur le Moodle là tout de suite, c'est l'enregistrement quasi brut de la formation, parce qu'en un mois, on n'a pas eu le temps de faire plus. Les capsules vidéo qu'on va monter, on va les monter à partir de septembre et ça sera des capsules de niveau 2. Ce que je disais, c'est on va prendre des points particuliers de ce qu'on a présenté en module de sensibilisation et on va aller un petit peu plus profond pour les gens qui sont intéressés. Et ça, du coup, c'est un format MOOC ou c'est un format pas destiné plutôt à Fun MOOC? C'est juste pour savoir la rigidité du coup à laquelle vous allez être confronté pour créer ces capsules et du coup quelle flexibilité vous aurez dans la rapidité de création, quoi. Alors on fera pas appel à Spielberg pour faire les capsules vidéo. On va faire avec les moyens du bord et puis surtout ce qu'on va essayer de faire, c'est le truc le plus léger, le plus lisible, le plus utilisable et réutilisable possible, parce que l'objectif c'est pas de le garder pour nous, après c'est que les autres puissent l'approprier. Donc on ne sera pas sur un MOOC, je ne sais pas encore exactement quel format on va choisir en termes de diffusion. On ne sera certainement pas sur un MOOC, par contre. Ok, merci. Merci. Merci Vincent pour la présentation et puis surtout pour ce contenu. Là, j'espère bien qu'on pourra le réutiliser. Ça a l'air... Oui, pas de problème, je le mets à disposition demain, il n'y a pas de problème. Ah, super. Et la question que j'avais, c'était pour le futur où tu mentionnais la volonté d'aller vers IA et chimie, IA et mécanique, etc. Et dans quelle mesure on est bien placé, nous, pour faire cela? Est-ce qu'on ne sort pas de notre rôle, tu vois, de présenter l'IA, expliquer l'IA aux experts de ces domaines-là, aux collègues qui sont dans ce domaine-là? Alors, l'objectif, c'est plus de présenter, mais on a des gens qui, dans les disciplines, sont désireux de pouvoir former à l'intérieur de leur discipline. Donc, nous, on sera plutôt dans un dispositif d'accompagnement, là. Ok, très bien. Juste une petite question de curiosité. Dans les gens qui sont venus suivre ces formations, c'était représentatif des thématiques de l'université? C'était pluridisciplinaire, ouais. On avait tout. On avait des sciences humaines, des sciences dures. On avait des gens de l'INSPE, on avait des gens du STAPS. On avait tout. Vraiment, ça couvrait très large, ouais. Comment s'insère votre démarche par rapport aux formations qui ont été proposées au cours des présentations des chaires? Parce qu'il me semble qu'il y a des choses, par exemple, IA et quelque chose. Il y a eu plusieurs types de propositions qui ont été faites. Est-ce que vous êtes en contact avec eux ou... Disons que nous, on a souhaité proposer quelque chose avant la pause estivale. L'objectif, c'était ça. Les chaires, elles sont pas en mesure aujourd'hui de proposer une formation. L'objectif après, ça va être de rationaliser, de mutualiser un petit peu l'offre de formation qu'on va pouvoir proposer, travailler en groupe autour de tout ça pour déjà pas dupliquer le travail
pour, ce que je disais Eric, aller en accompagnement de personnes ressources dans les disciplines, et nous se concentrer sur des aspects très généraux et très transverses. Dans ce cas-là, ça veut dire que vous allez prendre contact avec les gens qui sont porteurs de chaires avec des aspects formation pour travailler avec eux. Dans la mesure où les formations seront des formations... L'objectif, ce n'est pas d'aller faire de la formation pour les étudiants. Ça va être de la formation pour les personnels. Donc, il y a quelques chaires qui permettent de faire ça, mais ce n'est pas la majorité, par contre. OK. Les dernières remarques. Oui, c'est juste une remarque sur la question de Marie-Bernadette. C'est juste pour dire que Vincent est membre du comité exécutif de MIAI et qu'on doit dépouiller un petit peu tous les retours des chaires sur les parties formation pour rationaliser cela et mettre en cohérence. Donc voilà, j'espère qu'il n'y aura pas de problème là-dessus. Juste en 2 mots, pour revenir également sur la question de la mutualisation. Donc on a parlé de la mutualisation des supports d'acculturation. Peut-être que la mutualisation des aspects en lien avec la charte serait également intéressant. Je dis ça parce que s'il y a une réflexion au niveau de l'ESR, c'est très bien, c'est une très bonne nouvelle, mais ça peut aussi intéresser d'autres établissements que des établissements qui sont dans l'ESR. Je pense par exemple au réseau des écoles d'architecture. Voilà, et je pensais également qu'il y a un enjeu sur la mutualisation des infrastructures, en tous les cas la mise à disposition de modèles souverains pour les différents établissements, quoi. La charte à Clermont, elle est applicable à l'EPE. Et l'école d'archi à Clermont est dans l'EPE. Donc ça veut dire que la charte s'appliquera en particulier aux étudiants, enfin au personnel et étudiants de l'école d'archi. Sujet super intéressant. On termine avec la dernière question. Oui, toujours dans cette réflexion que l'on a sur ces approches d'acculturation, on a 2 tendances, qui est d'avoir une acculturation générale, comprendre un peu d'où vient l'IA, les grands principes, et puis les éternels débats, ça brûle la planète, ça va tout faire, ça va nous remplacer, etc. Donc les impacts. Et puis l'utilisation pratique, voilà, à quoi ça peut, comment j'utilise ça au quotidien, comment je fais un résumé, enfin tout ce que tu as présenté, qui est une demande très très forte. Est-ce que tu as, par rapport à votre expérience, est-ce que tu as une vision un petit peu entre cette double demande en fait? Est-ce que les gens sont davantage, nos collègues sont davantage intéressés par l'utilisation pratique, ou est-ce qu'il y a quand même un intérêt de culture générale en parallèle? Dans les retours qu'on a, bon, je ne vous les ai pas montrés là, mais dans les questions ouvertes qu'on a, enfin les remarques ouvertes qu'on a, il y a énormément de gens qui se sont dit satisfaits d'avoir une acculturation sur la terminologie, sur ce que c'est que l'IA en général, même d'un point de vue entre guillemets technique. Donc, par contre, effectivement, les ateliers et les outils sont vraiment d'intérêt, ça, il n'y a pas de doute. Mais la partie, je dirais, plus technique les a intéressés aussi. OK, très bien. Merci Vincent. OK, mais ensuite, on va découvrir ce qui se passe à USMB avec Abdou. Et donc, bonjour à tous. Prends le micro. Oui. Il y a 1 an, au MIAI Days, je vous avais présenté le catalogue des formations cœur IA et application IA à l'USMB, donc avec une dizaine de spécialisations. J'avais terminé avec des perspectives donc d'ouverture de nouvelles formations en IA. Donc, parmi ces perspectives, certaines ont été mises en veille stratégique, et d'autres ont été plutôt engagées, construites et plus récemment soumises à validation donc, au niveau de la CTI. C'est le cas des 2 formations que je vais vous présenter aujourd'hui, et dont la spécificité en fait est que ces 2 formations sont toutes en alternance et concernent l'ingénierie donc, et IA. Alors, nous avons travaillé depuis un peu plus d'1 an maintenant sur l'identification des thématiques sur lesquelles nous allions nous engager. Et donc, on est parti d'une étude, première étude, donc, qui est donc celle de l'Observatoire des métiers du numérique, avec la mise en évidence de tendances telles que la cybersécurité, qui était déjà identifiée sur le plan de l'emploi comme étant très porteuse,
et qui ont été amplifiées aujourd'hui. Et je vais aussi signaler de l'autre côté, donc ici c'est plutôt les tendances identifiées en 2014, et de l'autre côté vous avez les tendances actuelles, sachant que actuelles à l'époque c'était 2022, l'enquête a été réalisée en 2022 et présentée en 2023. Et donc souligner parmi les thématiques qui nous intéressent ici, l'intelligence artificielle embarquée et des thématiques qui étaient annoncées donc, comme futur. On est déjà un peu dans le futur avec typiquement les capteurs intelligents. Un constat, donc, suite à cette étude, l'étude est nationale, cette fois-ci sur le plan mondial en termes de chiffre d'affaires. Je ne vais pas commenter dans le détail les valeurs en dollars, mais quand vous achetez un véhicule, une voiture aujourd'hui typiquement, 50%, on estime que 50% en moyenne du prix du véhicule est dédié à la part du numérique. Alors sur Grenoble, vous allez me dire sans doute que vous roulez à vélo et non en voiture. Ça sera le cas dans un futur très proche pour le vélo aussi, puisque nous comptons l'équiper avec des ordinateurs de bord qui sont capables d'intelligence artificielle. Donc, après ce constat, donc, on est parti plus en détail sur une autre étude qui, cette fois-ci, met en correspondance les tensions de recrutement. Donc là, on touche le public, je dirais, en entrée des écoles d'ingénieurs ou de fac, et la croissance au sens métier correspondant au sens investissement. Et donc, ce que vous avez en vert, c'est plutôt la croissance, et en bleu, les tensions sur le recrutement. Alors, ce qu'on constate, c'est en pourcentage, hein, donc ce n'est pas en valeur brute, c'est en pourcentage. Ce qu'on constate, c'est que au final, sur les thématiques que je vous ai évoquées, cybersécurité, système embarqué, on est donc systématiquement en croissance, et il y a de la tension sur le recrutement. Donc, système embarqué, vous l'avez en plus 2 fois. Donc, si vous cumulez les deux, donc ici, on est plutôt chef de projet système embarqué, et ici, plutôt ingénieur IA embarqué. Donc, voilà, la barre correspondante va monter de façon très significative, ce qui fait que ça a plutôt attiré notre attention, et les autres sont je dirais, disciplines qui sont déjà présentes au niveau du cluster IA de façon assez poussée, donc je ne vais pas les commenter un peu plus. Donc voilà, à partir de cette étude, nous sommes allés vérifier au final, puisqu'on parlait des entrées, donc les étudiants, et des sorties, les métiers, ce qui se passe d'un point de vue vision des entreprises. Et donc, au niveau des entrées, donc les élèves que nous allons recruter, on observe un manque d'attractivité, donc focus sur les systèmes embarqués à partir de maintenant. Je reviendrai plus tard sur les autres thématiques. Donc, focus sur les systèmes embarqués. L'enquête, donc l'Observatoire des métiers du numérique, met en évidence qu'auprès des jeunes, ces formations sur le plan national ne sont pas attractives, elles ne sont pas perçues, donc elles ne sont pas au cœur des intérêts des jeunes lycéens, donc qui veulent plus tard devenir ingénieurs. Ensuite, maintenant, si on se met du côté des sorties donc, de nos écoles, on est sur des entreprises qui, elles, se disent, pour 75% d'entre elles, on va dire avoir des difficultés à trouver les bons profils dans ces différents métiers des systèmes embarqués. Et la quasi-totalité des métiers est concernée. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'on a aussi d'autres difficultés, telles que les évolutions des métiers. On va se retrouver avec une situation où il y a un besoin, et ce besoin touche plutôt un public jeune qui est capable, on va dire, de maîtriser, de transférer typiquement des outils ou des systèmes IA sur des capteurs, et sur leurs publics qui sont plutôt du côté proche de la retraite, donc qui ont un certain âge. Elles ont tendance à penser que ces personnes ne veulent pas nécessairement s'adapter aux évolutions actuelles. Et donc, en fait, elles
elles disent avoir une grande difficulté à accompagner les fins de carrière. Donc, la féminisation, je ne vais pas trop en parler puisque sur l'USMB en ingénierie, le taux de féminisation est assez faible. Donc, je ne sais pas si sur l'UGA, il est très fort. Donc, si je regarde d'un point de vue géographique maintenant, je crois que j'ai essayé de mettre en évidence aussi bien Clermont, Grenoble que donc les Deux-Savoie. Donc on va observer des clusters qui montrent que les systèmes embarqués sont bien présents, donc typiquement sur le bassin grenoblois, très présent. Par contre, sur les Deux-Savoie, comme vous pouvez le voir ici, on n'a que quelques points très éparpillés. Et en fait, si vous cliquez dans le détail de ces points, il n'y a pas de diplôme d'ingénieur avec une forte orientation sur les systèmes embarqués. Donc, les quelques points que vous voyez ici, c'est 2 lycées technologiques, une licence de physique, donc assez généraliste, et un but de mesure physique qui est lui aussi assez généraliste. Or, je ne l'ai pas commenté ici, les besoins des entreprises tels qu'ils sont exprimés sont majoritairement plutôt sur du bac plus 5. À Polytech Annecy-Chambéry, on avait une spécialité qui s'appelait système numérique et instrumentation, donc SNI ici, donc avec un fort volet sur les systèmes numériques, beaucoup de capteurs, instrumentation, des cours sur les systèmes embarqués, mais qui n'étaient pas, je dirais, les premiers mots-clés choisis pour représenter la spécialité, donc qui n'étaient pas nécessairement dominants. Nous avons réfléchi à réorienter donc, cette spécialité. Ça, c'est donc la première étape. Et la deuxième étape, c'est d'augmenter les flux en créant une voie de diplomation par alternance. Donc, parmi les enjeux des défis IA, il y a le côté qualitatif, donc arriver à faire des IA qui soient toujours meilleures, plus performantes, mais il y a aussi le fait de former beaucoup plus de jeunes, donc sur le plan quantitatif, à l'IA, à la maîtrise de l'IA, et donc en ouvrant 24 places typiquement sur cette spécialité, donc 24 nouvelles places par alternance. Nous allons aussi augmenter de façon quantitative le nombre de personnes qui vont être formées sur une spécialité en lien avec l'IA. Donc je parlais tout à l'heure du vélo sur lequel vous allez rouler, j'espère bien, sur Grenoble dans les prochaines années. On le veut modulaire, connecté, s'il n'est pas déjà modulaire, assez souvent connecté, communiquant dans un écosystème, mais surtout donc, capable d'intelligence artificielle. Donc, nous espérons que nos futurs élèves vont pouvoir vous fournir des systèmes de cette sorte qui soient très satisfaisants. Dans mes cours précédents, j'utilisais plutôt des drones pour illustrer de façon, je dirais, assez complète la complexité du système. Compte tenu des usages actuels des drones, j'ai plutôt préféré utiliser cet objet qui me paraît être relativement neutre d'un point de vue illustration. Et donc, c'est une activité, donc formation en alternance qui nous a pris beaucoup de temps, sachant qu'on l'a incluse, et ça depuis un certain nombre d'années, puisque nous participons dans un programme qui s'appelle Avenir, donc qui est financé aussi par l'ANR et qui vise, entre autres, à déployer l'approche par compétences dans les spécialités en ingénierie. Et donc, nous l'avons construite, donc cette spécialité, de façon à ce qu'elle soit non pas perçue comme étant un ensemble de modèles déconnectés, de modules déconnectés les uns des autres, mais comme plutôt un ensemble de compétences interdépendantes, et l'élève donc va acquérir les compétences visées à travers des modules qu'il aura déjà identifiés. Donc ici, c'est le fonctionnement proposé par notre équipe qui travaille sur l'approche par compétences, donc avec un processus long où il a fallu reboucler pour construire les référentiels des compétences,
les dispositifs d'évaluation et remettre éventuellement à jour les référentiels à partir des observations. Ce qui nous a amené sur la spécialité donc, que nous avons appelée système embarqué automatique, donc 2 mots-clés de la CTI, et puis dans le détail en communication, système embarqué, automatisation et capteur. Donc construire un ensemble de blocs de compétences donc, qui sont limités donc, aux grands, je dirais, sous-domaines que l'on va retrouver dans les systèmes que je vous ai montrés comme exemple. La partie, je dirais, plutôt IA, on va la retrouver ici, hein, entre autres, hein, sur le fait de traiter des données issues de différents capteurs pour, par exemple, détecter des défaillances au niveau du moteur, pour détecter donc, typiquement des défaillances sur d'autres dispositifs du système à partir des capteurs qui ont été instrumentés. Et donc, si je regarde dans le détail, je ne vais pas vous parcourir toutes les je dirais, composantes essentielles associées à chacune des compétences, mais plutôt peut-être ici illustrer les situations professionnelles que nous allons déployer pour que les élèves arrivent à déployer cette approche par compétences. Donc, sur ces composantes essentielles, elles sont toutes associées à ce que les élèves vont retrouver dans le milieu professionnel. Donc ici, j'ai comme exemple le bâtiment intelligent. Donc j'aurais pu le remplacer par le vélo intelligent ou le drone intelligent. Voilà, ça aurait été le même constat. Donc voilà, donc nouvelle formation, puisque c'est une réorientation d'une formation précédente, mais c'est surtout une ouverture d'un diplôme sous statut apprenti. Donc, je passe sur les détails. Donc, l'autre spécialité qui est sur le cœur IA, donc, spécialité en informatique, avec un certain nombre de places donc, qui étaient ouvertes, 24 places ouvertes sur cette spécialité IDU, mais uniquement sous statut apprenti. Donc, sa construction, elle date de 5 ans à peu près. Nous avons... toujours pour augmenter, donc ce côté quantitatif, augmenter les flux, non pas ouvert des places supplémentaires sous statut apprenti, mais décider également de l'ouvrir sous statut apprenti. Voilà, on va plutôt essayer de différencier pour attirer un public qui n'est pas nécessairement notre public de base des classes préparatoires, de façon à pouvoir avoir une certaine diversité de profils en sortie de l'école d'ingénieur. Donc ici, on est au cœur IA. Hein, donc si vous cherchez l'analyse des données, vous allez retrouver les données dans chacune des blocs de compétences, alors que dans l'exemple précédent, vous avez une seule compétence qui était sur le traitement de la donnée. Donc ici, vous l'avez avec des considérations de sécurité, des considérations au final de distribution efficace de la donnée, avec donc des questions de réplication de données ou sur les usages de la donnée. Donc on a vu pas mal d'usages ce matin, notamment en traitement de données très variées, et puis cet après-midi avec des images et de l'audio. Et donc c'est sur cette spécialité qui est cœur IA qu'on va retrouver typiquement des modules sur de la cybersécurité, donc avec un certain découpage horaire, et l'IA que je ne vais pas commenter. Il y a pas mal d'heures. Vous allez me dire qu'il n'y en a sans doute pas assez, mais bon, c'est une voie en alternance. Il fallait arriver à avoir une part en entreprise et une part en école qui soit assez bien distribuée. Et donc, sur cette spécialité, nous avons aussi envisagé, donc, et c'est soumis à la CTI assez récemment, d'ouvrir 24 places. Donc, ça fera 24 plus 24, 48 nouvelles places dans l'école ingénieur Polytech Annecy-Chambéry de l'Université Savoie-Mont-Blanc. Les acteurs pour la mise en œuvre de
de ces 2 diplômes en alternance. Donc, j'ai parlé des acteurs qui sont dans le projet à venir et donc qui travaillent sur l'approche par compétences, mais donc le montage a mobilisé les responsables des spécialités donc informatique, données, usage et systèmes embarqués automatiques. Puisque c'est de l'alternance cette fois-ci, nous travaillons avec l'IT2I de Savoie qui gère le côté administratif de l'alternance, sachant que Polytech Annecy-Chambéry va plutôt gérer les aspects pédagogiques. Donc c'est un partenariat qui date depuis plusieurs années. Et nous avons notamment bénéficié d'un soutien de la région avec donc une coordinatrice pédagogique qui a travaillé à la mise en place de certaines des procédures qui ont conduit à ce que je viens de vous présenter. On a un plan de communication qui a été établi. On sort juste de l'audit CTI. Donc hier, j'étais en audit CTI toute la journée. Et on avait un plan de communication. Donc vous voyez qu'on n'est pas en retard. En juin 2025, on prévoyait déjà de commencer sur les aspects communication. C'est un peu ce que je fais aujourd'hui, dans le sens où, à travers éventuellement cette diffusion de ces nouvelles formations, nous comptons aussi communiquer aux entreprises que ces places sont ouvertes, puisque, sachant qu'on est sous statut apprenti, il faudra trouver des entreprises qui soient capables d'accueillir nos jeunes élèves. Donc, et plutôt ici, ça sera légèrement décalé puisque la CTI nous a annoncé que l'avis global oral, je dirais verbal, nous semble positif, mais nous n'aurons la réponse définitive qu'en octobre prochain. Donc on va sensiblement décaler, par exemple, la publication sur les sites web de l'université sera sensiblement décalée, non pas en septembre, mais plutôt sans doute à partir d'octobre, une fois que nous aurons reçu la validation finale de la CTI. Et l'ouverture des places, c'est prévu pour septembre 2026. Voilà, donc je vais m'arrêter là. En parallèle donc, à cette activité donc, qui nous a mobilisés sur un temps très long, nous avons aussi, mais cette fois-ci, donc je vois que Clermont a plutôt, on va dire, centralisé, si j'ai bien compris, la notion de chargé de mission IA. Donc sur l'USMB, chacune des composantes s'est approprié le sujet et on va retrouver par exemple un chargé de mission IA à Polytech Annecy-Chambéry, donc qui va avoir un rôle donc, similaire à ce que Vincent nous a présenté, et je vais bien naturellement lui transférer tes slides, je pense que ça va beaucoup l'intéresser, et d'autres composantes comme l'IAE, comme les IUT, qui n'ont pas défini de chargé de mission, mais qui ont plutôt des coordinateurs IA, et donc ensemble, nous essayons d'avancer. Nous sommes sur plusieurs sites, donc ce fonctionnement nous a paru, pour l'instant, en tout cas, ce qui fonctionne le plus. Et donc voilà, je vais m'arrêter là, si vous avez des questions. Juste par curiosité, à Grenoble, il me semble qu'il y a une filière à Polytech qui s'appelle YES. Et il me semble qu'un des E et un des S, où il y a quelques lettres dans l'acronyme qui doivent parler de système embarqué. Est-ce que je me trompe ou pas? Typiquement, comment vous avez géré, sachant que vous êtes du coup dans un réseau Polytech, est-ce que vous avez interagi avec la filière de Grenoble ou pas? Alors, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'interaction directe avec Polytech Grenoble. Les écoles du réseau Polytech ont la possibilité chacune de proposer des diplômes dans le référentiel de la CTI, indépendamment de
je dirais, de ce qui est proposé dans les autres écoles. Typiquement, par exemple, un diplôme en informatique, il y en a un sur Polytech Grenoble, si je ne me trompe pas, et il y en a un autre sur Polytech Annecy. En fait, il y a un diplôme informatique dans relativement toutes les écoles du réseau Polytech, et il y a 16 écoles. Avec 16 écoles, on ne peut pas se permettre d'avoir, je dirais, que des diplômes qui sont différents. La notion de réseau, elle est perçue au sens échange de bonnes pratiques, et non pas nécessairement interdiction à la concurrence sur le développement ou je dirais la promotion d'un diplôme. Et si je peux me permettre une question rapide, vous avez montré une distribution des formations géographiques. Est-ce que c'est lié aux besoins industriels ou pas? C'est-à-dire que typiquement, ce qui se cache derrière, c'est dans l'alternance, je ne sais pas comment vous allez fonctionner avec des périodes de 4 semaines, 2 semaines, ou des périodes entre enseignement et présence dans l'entreprise. Et donc je me demande comment vous avez géré cet aspect-là de besoins local ou de besoins beaucoup plus larges. Alors, l'aspect répartition, elle est gérée en partenariat avec l'IT2I de Savoie. Donc, il y a des enquêtes préliminaires qui permettent d'identifier ce qui convient le mieux aux entreprises. À Polytech Annecy-Chambéry, sur les spécialités en alternance, la répartition est différente d'une spécialité à l'autre. Il y a deux tendances générales. L'une, c'est 2 semaines à l'école et 2 semaines en entreprise. Et l'autre tendance, c'est 1 mois, 4 semaines à l'école et 4 semaines en entreprise. Alors, je ne saurais pas vous dire celle qui a été retenue, sauf si Yajing, tu as la réponse. 2 semaines. Du coup, en fait, je connais plus la spécialité SEA, système embarqué automatique. En fait, il y a 2 parcours sous statut apprenti. Du coup, il y a un parcours sur le site Annecy. Là, on vise les entreprises principalement dans le bassin annécien, dans le Valais de l'Arve. Du coup, ça pose pas trop de problèmes. Et puis, un autre parcours sous statut apprenti sur le site du Bourget du Lac. Là, par contre, les entreprises visées sont plutôt côté Chambéry et Grenoble. Comme là, c'est lié à un master pro qui existe déjà, qui est déjà en partenariat avec les entreprises à Grenoble. Du coup, ça fonctionne toujours comme ça. Du coup, normalement, ça ne pose pas trop de problèmes. Sinon, pour la question, je sais plus c'était qui, par rapport à la formation à Grenoble, l'électronique, informatique pour les systèmes embarqués, effectivement, en fait, c'est assez similaire. Et par contre, si j'ai bien compris, la formation à Grenoble, l'accent est plutôt sur l'aspect électronique. Et nous, à Annecy, on n'est pas trop rentré en détail. La formation, en fait, a un spectre relativement large. Du coup, ça couvre. Du coup, c'est plutôt une formation polyvalente qui couvre à la fois la physique des capteurs, traitement de l'information, l'automatique, l'informatique embarquée. Du coup, c'est plutôt pour former des ingénieurs polyvalents qui pour répondre aux besoins comme des systèmes, ingénierie des systèmes complexes. C'est la spécialité. Et donc, si vous connaissez des élèves ou des entreprises intéressées, Yajing est responsable de la spécialité SEA, entre autres. Et peut-être préciser que sur le site du Bourget, par contre, donc ce qui a été planifié, c'est le démarrage sur Annecy avec 24 places et l'ouverture, donc en 2026, l'ouverture sur le site du Bourget, ça sera en 2027, donc avec un décalage, et ça sera 12 places sur le site du Bourget. Mais là, on attend encore, surtout sur ces 12 places, on attend la validation de la CTI qui a émis quelques remarques sur le fait de faire un seul diplôme sur 2 sites différents avec éventuellement des complexités que ça peut poser. Ok. Dernière question rapide. Est-ce que vous avez pu constituer une équipe d'enseignement? Alors, l'équipe d'enseignement, on part de l'équipe
système numérique instrumentation puisque le module existait avant, mais quand on ouvre de nouvelles places, ça fait de nouvelles charges d'enseignement et quand on a réorienté typiquement la spécialité IDU n'a pas été réorientée, donc l'équipe en place a déjà les compétences. C'est plutôt comment la charge va se répartir. Sur SE1, il y a eu une réorientation et cette réorientation va avoir un impact naturellement sur les futurs recrutements que nous allons avoir. Mais nous avons eu l'accord de la présidence. La présidence nous a garanti, je pense qu'il y a un membre de la présidence qui est quelque part dans l'amphi, nous a garanti qu'il y aura des postes supplémentaires qui seront déployés à Polytechnique Annecy-Chambéry pour mener à bien ce projet. Alors, d'accord. Je le cherche, le membre, il est caché quelque part. Je pense qu'il ne prendra pas la parole puisque c'est assez risqué. Il est tout au fond là-bas. On a un commentaire peut-être, en gros. Super, bonne nouvelle. L'ANR sera très content avec la pérennisation de tout ça. Merci Abdou. Merci à vous. Ok, bon, l'Assemblée générale.